petit retour sur les nouveautés déjà sorties donc, en 2025 que vous avez sûrement déjà essayé, on espère en tout cas. Donc les nouvelles automatisations, donc il y a eu un gros morceau là qui est sorti il y a quelques semaines, mois, avec donc ce nouveau moteur d'automatisation qui apporte donc plusieurs nouveautés différentes. Donc il y a l'édition visuelle qui permet donc de les paramétrer et de les visualiser de façon plus claire ou plus visuelle en tout cas. Des journaux plus détaillés, un historique des modifications plus précis qui permet d'accéder directement aux différentes actions pour faciliter l'analyse. Et puis des nouvelles conditions multiples qui étaient pas mal attendues aussi, de pouvoir faire des else if. Et des nouveaux déclencheurs, donc la sauvegarde du formulaire qui était pas mal attendue aussi par beaucoup de nos clients, donc qui permet de déclencher les automatisations qu'une fois que l'utilisateur décide de sauvegarder son formulaire et pas forcément au fil de l'eau. Le clic sur un permalien, je ne sais pas, tu voudras peut-être donner quelques usages, Jean-Michel. Les webbooks entrants, donc pour simplifier les interactions avec vos autres outils externes. Et les automatisations planifiées, donc, où on définit une date ou un moment spécifique pour les déclencher. Oui, juste deux mots là-dessus. Effectivement, comme vous savez, dans TimeTonic, on sauvegarde au fur et à mesure les données, même quand vous êtes en train d'éditer. On sauvegarde naturellement pour éviter tout problème. Et donc, quand il y avait des automatisations, ça pouvait se déclencher, même si on n'avait pas finalisé de sauvegarder le formulaire, notamment sur les formulaires internes dans TimeTonic. Sur les formulaires à l'extérieur, eh bien, c'est isolé, donc ça se faisait uniquement à la sauvegarde. Mais quand c'était dans TimeTonic, on pouvait déclencher des automatisations. Donc, on trichait un peu en mettant une option validé pour que ça se déclenche uniquement une fois que c'est validé. Mais voilà, évidemment, c'était une petite amélioration extrêmement utile pour tous ceux qui travaillent sur la gestion des workflows avec les formulaires. Le clic permanent, un petit rappel de l'utilité. Aujourd'hui, vous avez un document, vous envoyez un document à quelqu'un avec un devis, avec un rapport. Et bien, le document est envoyé. Super. Est-ce qu'il a été ouvert? Ben, vous ne savez pas. Et bien avec le clic permanent, en fait, l'URL du document ou de n'importe quelle URL, comme vous savez dans TimeTonic, les documents ont une URL, même les documents générés automatiquement ont une URL. Vous pouvez générer un rapport, ça crée une URL. Et bien vous pouvez être prévenu. Et bien vous pouvez être prévenu quand quelqu'un a téléchargé ce document ou ouvert cette URL. Vous envoyez un formulaire. Eh bien, vous pouvez savoir si le formulaire a été ouvert. Et vous savez que dans TimeTonic, on a aussi des formulaires qui sont ce qu'on appelle externes, c'est-à-dire la possibilité de partager une information présente dans TimeTonic. Par exemple, vous avez une base de données d'équipement, vous pouvez créer un QR code, et le QR code, quand on va le scanner, va ouvrir une URL, et cette URL accède à une information qui est dans votre base de données. Eh bien, vous pouvez être prévenu chaque fois que quelqu'un va scanner ce QR code. Donc ça permet au niveau des outils de maintenance, au niveau de l'entretien, au niveau du bâtiment, d'avoir des accès ou alors assurer qu'on a une information complète à tout moment. Donc très très intéressant évidemment au niveau marketing, au niveau maintenance, au niveau suivi, ces activités de clic permanent. Les webbooks entrant-sortant, donc ça c'est évidemment très intéressant pour tout ce qui est connexion avec des outils extérieurs. Vous avez quelqu'un, vous faites un mailing, quelqu'un ouvre un outil externe, ça peut être Brevo, ça peut être un outil de votre système d'information, eh bien vous pouvez avoir un déclencheur qui va appeler TimeTonic et dire ben voilà, voici les informations, merci de les ajouter ou de modifier la base de données. Ou à l'inverse, vous faites quelque chose dans TimeTonic, eh bien vous voulez notifier un autre outil pour pouvoir l'ajouter dans vos données. Et bien sûr, la planification, très utile. Vous avez tous les trimestres la TVA à déclarer, vous avez des suivis de factures à faire, vous avez des aspects réguliers d'entretien ou des rappels de fin de contrat. Eh bien, vous pouvez simplement mettre une automatisation qui va se faire à partir de dates récurrentes. Donc, une nouvelle action, on en a parlé, je l'ai un peu en avance, mais effectivement, il y a des déclencheurs, mais il y a également des nouvelles actions qui est la possibilité d'appeler un programme extérieur avec une API, donc on appelle une API avec des paramétrages, ou des webbooks, c'est-à-dire des programmes qui ont déjà la possibilité de créer une URL avec un accès directement aux données qui sont fournies dans l'outil. Il y avait déjà une fonctionnalité un petit peu comme ça, mais ça se déclenchait tout le temps, à chaque modification, sans fil, sans critères, alors que là, évidemment, ça se fait dans la logique des automatisations.
Il y a également eu une refonte au premier trimestre de la vue Gantt, donc une refonte visuelle, et également des nouvelles options donc, qui permettent de définir une date cible. Donc quand on visualise son planning, on a la barre qui représente aujourd'hui, et là on peut aussi mettre une autre barre qui va représenter la cible, donc la deadline du projet par exemple, donc ça permet de suivre les éventuels retards. On peut définir des filtres obligatoires. Donc quand on a beaucoup de projets avec beaucoup de données, on va venir obliger l'utilisateur entre guillemets à choisir le projet qu'il veut afficher. Ça permet d'améliorer les temps de chargement aussi de cette vue. Et puis réduire les groupes au chargement. Donc là voilà, petite option aussi qui permet de choisir si à l'ouverture du Gantt, tout est déplié avec toutes les tâches, ou bien si on laisse l'utilisateur choisir ce qu'il veut ouvrir. Alors, il faut savoir, la raison pour laquelle on a ça, c'est qu'on a des clients qui gèrent des très très gros projets avec un très gros nombre de tâches, de sous-tâches, avec des fonctionnalités, avec des centaines de projets différents. Donc, la capacité à pouvoir filtrer pour n'afficher que tel projet, de pouvoir gérer des très grosses quantités de données, de pouvoir aussi améliorer la visibilité. On a aussi des aspects au niveau de la planification, de pouvoir automatiser la création des dépendances, par exemple. C'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. On peut automatiser la relation entre les tâches et donc pouvoir créer aussi des modèles. On va pouvoir créer des modèles de projets. Vous avez tel projet, tel type de projet, un nouveau projet va pouvoir appliquer des modèles. Donc tout ça est possible grâce à ces nouvelles améliorations et le rendu visuel aussi, évidemment, beaucoup plus agréable au quotidien quand on utilise la planification. L'IA, donc on a et en plus de ce qui avait déjà été fait, rajouter donc la possibilité donc d'utiliser Mistral pour l'extraction de données. Voilà. La reconnaissance d'image et l'extraction multichamp. Et puis donc les nouveaux templates IA, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les regarder. Je vous invite à le faire si ce n'est pas le cas. Ça vous permet d'avoir une idée de tout ce qu'on peut faire avec ce qui existe déjà dans TimeTonic avec l'IA. Oui, donc vous savez, aujourd'hui, on avait déjà les automatisations de base qui permettaient de faire un appel à OpenAI ou Mistral. On peut également, donc on pose un prompt qui contient des variables, et puis on peut extraire des informations qui allaient se mettre dans un champ. Par exemple, j'ai un email qui rentre, est-ce qu'il est urgent ? Super, on peut faire ça instantanément et du coup ensuite faire un déclenchement dans une action. Mais si on avait des données à extraire, on doit extraire la liste des informations de KBIS ou les 100 éléments différents d'une carte grise, eh bien c'était compliqué. Donc on a rajouté cette fonctionnalité de faire l'extraction multichamp et donc je peux extraire des informations qui vont automatiquement remplir les données dans sa base de données. Et donc la capacité à vraiment l'appliquer à des tas d'usages différents. Et donc, pour faciliter la compréhension, on a créé des tas de templates. Et je pense que la slide suivante montre quelques exemples. Voilà. On peut gérer des cartes de visite, des notes de frais, des factures, des bons de livraison, des fiches signalétiques, du contrôle qualité en usine, de la maintenance, de l'audit, faire des résumés ou du support client, de la dématérialisation documentaire, mais je peux scanner un document maintenant et puis extraire les informations. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que je vais pouvoir faire de la recherche sur ces informations directement. Je prends mon PDF, ben, il est dans ma base de données, je peux faire de la recherche, je peux faire des automatisations directement dans la plateforme. Des nouvelles intégrations aussi en début d'année, donc Make qui était très attendu, N8N et WordPress. Oui, alors WordPress grâce à notre partenaire qui est ici, Stéphane Menet avec ses outils. N8N de plus en plus utilisé aussi pour pouvoir créer des agents. On a aussi la possibilité d'héberger N8N pour des clients qui ont des questions de sécurité. Vous savez aussi, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais on peut héberger des modèles LLM dans nos plateformes pour que l'environnement soit totalement sécurisé. Aucune donnée, aucune requête, aucune réponse ne transite par des outils extérieurs hors de TimeTonic. Et donc, vous avez une confidentialité, une ségrégation complète des données. Et donc, y compris si on a besoin d'utiliser du N8N, on peut mettre en place des plateformes totalement hébergées. Quelques nouveautés mobiles aussi cette année, un peu plus techniques peut-être, mais
très utile en tout cas. Donc la configuration JSON, donc on va pouvoir depuis la partie web TimeTonic configurer des petites personnalisations qui vont permettre donc soit de créer des raccourcis sur mobile, donc ça pour avoir des mini-apps comme dans l'exemple la note de frais, ça fait un raccourci vers la vue qui va bien. Personnaliser les cartes, donc choisir finalement les champs qui vont apparaître sur les petites cartes sur le mobile au lieu d'avoir forcément les 4 ou 5 premiers de la table. Et puis des options qui permettent de télécharger toute une vue spécifique à l'ouverture pour notamment l'utilisation du mode offline. Oui, donc très important parce qu'aujourd'hui dans TimeTonic, vous savez, on peut créer un nombre illimité d'applications, mais donc dans une application mobile native seule, je peux retrouver ma gestion d'intervention, mes demandes de congés, ma gestion RH, ma gestion de mes processus divers et variés. Mais du coup, je dois ouvrir l'application et puis je dois trouver le bon espace. Puis ensuite, je dois aller dans la bonne table et puis dans la bonne table, etc. pour pouvoir accéder à mes informations. Aujourd'hui, je peux en fait directement mémoriser sur l'écran du téléphone, comme un raccourci sur votre téléphone. Donc, ça devient une mini-app sur votre téléphone et vous pouvez directement ouvrir les notes de frais, par exemple, ou directement ouvrir ma gestion d'intervention ou déclarer un incident. Donc c'est très, très important pour les gens qui sont sur le terrain, qui ne veulent pas naviguer dans un tas d'applications différentes. Et ben, je peux directement créer mon bon accès au bon moment pour très très simplifié. Je clique et boum, j'ai directement le formulaire de saisie ou les informations que je dois consulter. Et puis, bien sûr, qu'on a beaucoup de gens, vous savez, TimeTonic marche en mode offline. Et donc, quand on est dans le nucléaire et qu'on doit aller au 3e sous-sol, dans des salles avec du béton partout où il n'y a pas de Wi-Fi, eh bien, c'est très important de pouvoir fonctionner en mode offline. Et des fois, on a des très, très grosses quantités de données auxquelles on a besoin d'accéder parce que ce n'est pas que l'accès du formulaire. C'est aussi de pouvoir gérer des informations, de savoir ce qu'on doit faire, de pouvoir gérer des workflows complets sur mobile. Eh bien, la possibilité de télécharger, si vous avez des dizaines de milliers de logements avec des salles ou de logements, etc., avec des équipements, etc., eh bien, vous pouvez le faire maintenant directement et télécharger directement à l'ouverture. Donc, vous ouvrez l'application, ça télécharge, c'est transparent pour l'utilisateur, et 30 secondes après, tout est prêt, et hop, je peux aller prendre l'ascenseur, me retrouver dans le sous-sol ou me retrouver au 10e étage de mon site d'enfouissement. Beaucoup d'améliorations aussi sur le smart text qui est de plus en plus utilisé. Donc on a maintenant donc, la possibilité d'utiliser le smart text dans l'édition de documents, ce qui n'était pas le cas au départ. On peut appliquer des vues à l'intérieur du smart text, donc qui prennent en compte les tris et les filtres de la vue pour ne visualiser, notamment dans le cadre de tableaux avec des éléments répétables, uniquement les enregistrements qui correspondent aux critères qui nous intéressent. On peut également donc, ajouter maintenant des images comme variables dans le smart text, rendre des URL cliquables et personnalisés, donc pouvoir choisir le nom qu'on va donner au bouton qui sera présenté à l'utilisateur sur lequel il pourra cliquer pour accéder à l'URL concernée. Et on peut également choisir la taille de la police, ce qui n'était pas le cas non plus jusqu'à il y a peu de temps. Oui, donc Smart Text, un rappel, c'est un type de champ dans TimeTonic. On a les champs date, les champs statut, les champs texte standard, mais on a aussi les champs Smart Text. Un champ Smart Text, ça permet de faire une édition avec du bold, avec des polices, etc. On peut mettre des images. On peut mettre des variables aussi, c'est-à-dire que ça c'est important pour un rendu, c'est-à-dire on va personnaliser l'affichage. Et donc évidemment si on doit faire un rapport d'intervention, on a le statut, l'équipement et puis peut-être la photo. Mais il était important de pouvoir mettre des variables de photos. Donc ça c'est maintenant possible dans la plateforme. Et donc et aussi on peut mettre une URL, cliquer ici pour accéder à une confirmation, et on a aussi ces possibilités d'éviter de mettre une URL à rallonge dans TimeTonic, parce que évidemment c'est des très grandes URL sécurisées. Donc on peut mettre ça uniquement avec un lien cliquable, donc c'est évidemment beaucoup plus facile. Puis personnaliser un peu plus. Donc le Smart Text devient vraiment un outil extrêmement agréable. On va parler un petit peu au niveau de la roadmap, qu'on va continuer à le faire évoluer avec des petites choses assez sympathiques sur le Smart Text. Au niveau des vues, des tables et des formulaires, donc on a la nouvelle vue formulaire de création qui est sortie également. Les raccourcis sur la page d'accueil,
Donc là, c'est un peu la même logique que ce qu'on a vu tout à l'heure sur le mobile. Ça permet d'épingler, entre guillemets, des vues sur la page d'accueil pour y accéder plus rapidement. On a accès maintenant au modèle relationnel des tables. Donc ça, c'est quand même hyper utile pour documenter les applications, avec en plus plusieurs petites améliorations qui ont été faites en cours de route. Et donc voilà, cette nouvelle vue formulaire de création qui permet vraiment de personnaliser encore plus les formulaires qui étaient déjà bien utilisés. Avant, effectivement, ce n'était pas une vue. Et donc, quand on créait un formulaire, il fallait faire un formulaire qui était accessible à l'extérieur, mais en interne, il fallait faire plus fiche ou alors mettre une URL avec une smart page pour accéder à son formulaire. Mais maintenant, c'est directement une vue directement dans TimeTonic. Et puis, on le partage si on a besoin d'un accès à l'extérieur. Donc, c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus simple pour tout ce qui est workflow et processus. Donc hébergement, donc tu en as parlé déjà Jean-Michel, fait la migration donc cet été vers OVH. Notre CTO Benoît en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc l'hébergement HDS qui est maintenant possible. Et puis on a profité pour faire plein d'améliorations sur la sécurité, la performance, la scalabilité, en même temps que ce gros projet de migration. Voilà, donc Benoît en parlera. Effectivement, c'est pas juste changer d'hébergeur, c'est toute l'architecture au niveau de la sécurité, au niveau des plans de reprise d'activité, etc., qui est amélioré, qui est totalement transformé pour une solution adaptée à des très gros besoins industriels ou de santé. D'autres petites choses aussi qui sont arrivées, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Maintenant, quand on a les mises en production qui se passent, vous avez accès au release note dans le petit bouton de rechargement qui vous permet donc de visualiser ce qui a été mis en production ce jour-là. Et puis vous avez également accès à tout l'historique des précédentes. On a une nouvelle formule distance qui donc va permettre de calculer une distance entre deux points géographiques, distance à vol d'oiseau, je précise. On peut mettre des labels sur les champs, ça c'est assez lié aussi à la vue formulaire qui permet donc de mettre un titre de champ qui est différent de celui de la colonne. La refonte du système d'authentification, donc c'est un peu transparent pour tout le monde, mais c'était aussi une grosse partie sécurité également. Et puis l'évolution du système d'import SFTP qui est aussi de plus en plus utilisé par tous nos clients. Oui, alors, effectivement, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas l'import SFTP, et quand on doit synchroniser s'interfacer avec un outil de votre SI, des gros systèmes, on a le choix, soit aujourd'hui l'import-export CSV, soit la capacité d'utiliser l'API, on va pouvoir faire, ou des webbooks pour pouvoir se connecter, mais aussi souvent c'est pour des gros systèmes ou avec des risques de sécurité, on va faire juste des imports-exports sous forme de SFTP. Donc ça, nous, aujourd'hui, c'est nous qui avons la main pour ça, mais c'est des options qu'on offre ensuite sur nos clients. Et puis petit à petit, on va permettre d'ouvrir aussi pour que vous puissiez directement le paramétrer avec toutes les garde-fous nécessaires. Mais voilà, c'est très important et très facile du coup de se synchroniser, de s'interfacer avec des gros systèmes aussi. Et il y avait une refonte complète là-dessus. Sur le système d'authentification aussi, on a de plus en plus évidemment de SSO, d'interface LDAP, tout ce qui est l'aspect de sécurité, de contrôle des utilisateurs. C'est une étape importante aussi, une grosse amélioration sur ce système-là. Voilà, alors peut-être juste, on va revenir à la slide précédente, pardon. Juste, est-ce qu'on se donne 5 minutes si vous avez des questions? Ne soyez pas timide, s'il y a des gens qui ont des questions, il y a des micros qui sont là. Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Oui, question Eric. Tu peux distribuer les micros si jamais il y a besoin. Oui, j'avais juste une question sur la partie mobile. Tout à l'heure, on parlait de téléchargement des données. C'est des options ou c'est automatique? Alors, les données sont directement accessibles lorsqu'on va dans l'espace de travail. Donc, une fois que tu es dedans, les données sont accessibles. Mais si tu as beaucoup de données, eh ben, tu vas y aller peut-être au moment où tu es en bas. Ah, mais zut, tu n'as plus de connexion. Et si tu en as beaucoup, ben, ça peut être un peu long. Donc, ce qu'on a ajouté, c'est une option pour, en gros, quand tu ouvres l'application, tu t'inscris, tu te connectes, et ben, automatiquement, on peut dire telle table, qui est un référentiel de données, paf, il est téléchargé. C'est en background, ça prend peut-être 30 secondes ou 1 minute, mais c'est fait.
et donc tu n'as pas besoin d'aller dans la bonne table pour aller télécharger l'information, c'est automatiquement téléchargé. Donc ça simplifie la diffusion pour le... Et on a la main sur le paramétrage. Oui, c'est un paramètre du JSON qui est documenté, c'est un peu cryptique, c'est pas tout à fait du code, mais c'est un petit peu plus... ça reste du no-code, mais c'est un peu plus cryptique, mais oui, c'est des paramètres JSON de vue. Tu peux choisir effectivement les tables qui vont être téléchargées automatiquement. Ah, tu demandes à Temtonic GPT, tu vas trouver normalement. Il ne marche pas toujours encore parfait, il s'améliore. Mais oui, mais sinon, c'est dans les paramètres de vue. Et donc, tu as la configuration de JSON. Et puis, normalement, tu as sur notre helpdesk toutes les informations, les options disponibles. Donc, la question, c'était, je n'ai pas vu où accéder au paramétrage. Donc, je réponds à la question de Jeff. Bonjour, ouais. J'ai remarqué 2-3 petites évolutions très sympas, vraiment pour l'utilisateur quotidien. J'ai l'impression que la gestion des points et des virgules, parfois on doit mettre une virgule, mais c'est un point, et inversement. Pour les chiffres, ouais. Et ça, c'est un peu chiant. C'est bien, on a la wishlist là. Attention, ça démarre. Si vous avez des suggestions, on a prévu un peu d'une session de questions-réponses. Vas-y, si tu en as quelques-unes. Ouais. Ok, ouais. Aussi, il y a, pareil pour les utilisateurs vraiment au quotidien, je ne sais pas comment ça se fait, mais la gestion du curseur, où est-ce qu'il se place, n'est pas toujours dingue. Ou par exemple, les mecs, ils croient taper dans la base de recherche et en fait, ils sont en train de modifier les données. Alors, heureusement que le contrôle Z fonctionne, parce que le curseur il se balade ailleurs, ils y croyaient qu'ils étaient dans la barre de recherche, et ça, vraiment, mais plusieurs fois par jour. Ah oui, ok. Ouais. Bah, ça, c'est intéressant. Alors déjà, suggestion, première chose, c'est si on arrive à reproduire, évidemment pour les devs, c'est 100 fois plus facile. Ouais. Donc l'idéal, c'est de faire une petite vidéo avec Loom ou d'autres outils, et puis d'enregistrer la séquence pour pouvoir retrouver les cas d'usage. Ok, ouais. Pareil aussi, ce qui me paraît important, c'est pour la gestion de la data, c'est savoir où est-ce qu'on en est dans sa page. Par exemple, lorsque j'ai une ligne avec un PDF, si je clique sur le PDF, alors si je suis sur la ligne, j'ai la ligne qui est plutôt highlightée. Alors le highlight n'est pas énorme, mais elle a highlighté, on clique sur le PDF, et quand on ferme le PDF, le highlight a disparu. Donc on ne sait plus où est-ce qu'on est dans la liste. On a nos ergonomes et nos fronts qui sont là, donc ils vont prendre les notes. C'est bien. Voilà, et si on peut highlighter peut-être par colonne, une couleur différente, un truc comme ça, c'est... Quand on veut voir des données plus rapidement, on sait que cette colonne-là nous intéresse. À chaque fois, il faut aller la chercher. Ok, pour aller directement vers la bonne colonne. Oui, c'est ça, aller chercher la data. Ouais. Okay. Et alors ça, on a l'option des Organized Tables, des champs, Organized Fields, qui permet ensuite d'aller éditer. Si on a 200 champs, on peut faire Organized Fields, organiser les champs, et puis on peut aller directement au bon endroit. Mais ça demande 2 clics de plus, mais c'est faisable. Mais c'est quand on a toutes les datas, on sait que telle colonne a les données. Ou... Ah là, juste par couleur en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Okay. Et voilà. Et mais c'est pas grave. J'ai des problèmes de lecture de facture, j'arrive pas. Mais voilà. Ah oui, avec l'OCR, ça ne fonctionne pas bien? Alors l'OCR fonctionne, mais après le transformer avec Mistral, ça marche une fois sur 3. Ah, alors après, on n'est pas nous, les éditeurs du LLM. Par contre, il y a parfois de l'amélioration sur le prompt. On peut travailler avec nos équipes support, Lucas, Romain ou Projet, Salomé, etc., qui commencent à avoir l'habitude aussi du bon prompting. Donc, on peut regarder ça ensemble s'il y a moyen de faire. Et souvent, une chose qui est importante, c'est de rajouter du test. Dire à l'IA, valide ce que tu viens de faire. Vérifie, est-ce que ça correspond? Tu l'as fait aussi? Ouais. Bon, okay. Mais c'est que même, il ne lit pas. Ah, ok. Il lit, l'OCR fonctionne, et après derrière, il n'y a rien qui se déclenche. Ok, bon, à étudier, à regarder au cas par cas, à vérifier. Après, on va avoir une petite session plus détaillée, effectivement, pour la partie roadmap. On pourra en parler plus en détail, mais merci beaucoup pour les inputs. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Pardon, pour la formule distance, je ne la connais pas bien. Je voulais savoir si c'est une formule distance qui calcule point à point ou qui calcule un itinéraire.
Alors pour le moment, c'est comme un vol d'oiseau. Donc c'est vraiment 2 positions GPS. Donc si tu as une adresse, tu géocodes et ensuite tu peux avoir les positions XY et ensuite ça va latitude, longitude et ça va calculer la distance à vol d'oiseau. Effectivement, s'il y a du trafic ou s'il y a un pont et que tu es de l'autre côté de la rivière et que tu dois faire 12 km pour arriver au bon endroit, ça va pas être bon. Dans 98% des cas, ça fonctionne bien, mais voilà, on fera sûrement des évolutions pour pouvoir utiliser d'autres requêtes API. Sinon, il faut utiliser Make et les API Google qui permettent par exemple de faire ce genre de choses. On a des experts là-dedans, Marc Olivier, les thèmes-toniciens, qui ont fait des fonctionnalités plus avancées avec des calculs. Je pense qu'il y a un It's Time qui parle de cette capacité. Donc il y a des gens ici. Jérôme, tu iras voir le monsieur là qui est là-bas pour lui expliquer comment utiliser Make si vous avez besoin de plus. D'autres questions? Question là-bas? 2 questions. Bonjour. J'ai une question sur les vues cartes, moi. La vue cartographique? Ouais. Ma DSI, a priori, a renforcé notre pare-feu et du coup, j'ai plus le fond de carte. Ah, intéressant. Donc, Okay. je voulais savoir d'où... enfin... À vérifier. Alors là, on a le cas d'usage. Notre CTO est là. Je suis sûr qu'il va trouver une solution. Benoît, je m'avance peut-être. Mais voilà. C'est quelle société, pardon? Acodis. Acodis. À regarder. Mais normalement, on devrait pouvoir trouver une solution, je pense, à vérifier parce que je ne sais pas. On va regarder. Merci pour la remontée. Mais c'est intéressant. N'hésitez pas. Alors pour rappel, hein, on a un Slack des thèmes toniciens. Merci à l'équipe d'ailleurs derrière tout ça. On a aussi le support en ligne. Hein. Vous pouvez envoyer support@timetonic.com. Normalement, si vous êtes un client Corp, vous avez aussi un espace de ticketing. Vous pouvez aussi faire le suivi de vos requêtes. Si vous ne l'avez pas, on va le mettre en place. La possibilité de faire du ticketing directement dans TimeTonic pour pouvoir faire le suivi de vos demandes. Alors, on utilise évidemment TimeTonic pour faire notre système de ticketing. Et puis sinon, évidemment, on se parle au téléphone et on trouve des solutions. Ou en visio. Ou en personne. On peut les voir aussi. On va trouver. Merci. Il y avait une autre question derrière. C'est bon, j'ai le micro, bonjour. Petite question sur la partie déconnexion. Vous avez dit tout à l'heure que les données étaient chargées du coup au démarrage de l'application. Donc mettons que, je sais pas, on aille dans un environnement nucléaire, on n'a pas besoin de... Enfin du coup on a en partie des connexions, c'est très bien. Quand est-ce que la synchronisation des données chargées du coup se fait? Mettons qu'on récupère du réseau à un moment donné. Comment ça se passe? Alors, je ne me souviens plus de la séquence exacte, mais il y a 2 options. En fait, on a une option qui peut se paramétrer, qui est de dire à la demande. C'est-à-dire qu'on est au mode offline, on active le mode offline et on peut activer la sortie du mode offline. Donc ça, c'est une option qui est disponible. Et sinon, ça se fait au moment où il y a une connexion. Simplement, on va vérifier qu'il y a une nouvelle connexion. On va faire une tentative de synchronisation. Et dans TimeTonic, dans l'application mobile, à la fin, dans les paramètres, il y a un petit lien qui permet d'aller voir aussi l'état des synchronisations. Donc, on veut voir la liste de tous les champs dans l'application mobile qui permet de vérifier ce qui est synchronisé ou ce qui est en cours de synchronisation. Mais normalement, c'est automatique. Alors, on a le timekeeper qui me dit qu'il est temps d'avancer. Il y avait une autre question, Jeff. Justement, sur la synchronisation, en fait, quand on se reconnecte, si l'utilisateur a abandonné la saisie, vous avez toujours la synchronisation qui tourne sur le portable. On voit toujours le petit bandeau synchronisation TimeTonic, alors qu'il a abandonné la saisie. Il faudrait vérifier le cas d'usage, si c'est un bug, c'est sur iPhone ou Android. Android, normalement, c'est totalement réparé, ça. On a eu un cas où c'était présent, mais ça a été totalement corrigé. À vérifier. Si ça se passe, normalement, ça ne devrait pas se produire.